25 février 2020. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Donc voici le sommaire. Élection du 1er mars 2020, les préparatifs vont bon train. L'unité en charge de la sécurisation des scrutins vient de tenir une importante réunion à Conakry. Des dispositions urgentes sont envisagées. Entrepreneuriat féminin avec le lancement du projet intitulé 50 millions de femmes africaines ont la parole. Un projet sous-régional qui vise à encourager les activités génératrices de revenus sur le continent. Au sommaire encore, une jeune dame de 23 ans victime de violences conjugales à Conakry. L'affaire provoque de vives réactions sur les réseaux sociaux. La victime est en situation de famille. Les ONG dénoncent les phénomènes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Sécurisation des élections. L'UCEL, unité spéciale de sécurisation des élections, a tenu ce matin à Conakry une importante réunion. Il a été question de plancher sur les dispositions urgentes à prendre pour protéger le scrutin du 1er mars 2020. La rencontre a mobilisé toutes les composantes de l'UCEL. Alia Kamara, reportage. Le siège de l'UCEL, unité spéciale de sécurisation des élections. Ce mardi matin, le commandement de la structure s'est réuni pour faire le point sur les stratégies à adopter. Les enjeux sont grands et l'unité annonce qu'elle déploiera sur le terrain toutes les forces disponibles de la gendarmerie, de la police et de la protection civile. Cette salle est le centre des opérations. C'est là que se prendront toutes les grandes décisions sur la sécurisation du processus. Une première annonce tombe déjà. L'UCEL promet d'assurer la sécurité de tous les Guinéens, peu importe leur bord et opinion politique. Ceux qui ne veulent pas aller aux élections sont priés de rester à la maison. Et ceux qui doivent aller voter, qu'on leur permette d'aller voter. Donc chez nous, il n'y a pas de problème parce que ce jour, ceux qui doivent aller voter doivent être sécurisés. Et ceux qui refuseront d'aller voter, s'ils sont à la maison, on fera tout pour ne pas qu'ils soient dérangés dans leur sommeil. Une promesse qui rassure la CENI à quelques jours de la tenue des législatives et du référendum. L'institution électorale s'est réjouie déjà de savoir que les kits électoraux ainsi que ses représentants bénéficieront d'une couverture sécuritaire avant, pendant et après les élections. À la sortie de cette rencontre, nous sommes très fiers. Parce que nous avons la charge d'organiser des élections en République de Guinée. Si les dispositifs sécuritaires sont pris, en cette manière, nous pouvons quand même nous réjouir. Et dire que vraiment nous sommes à leur disposition. Tout est en place, tout ce qui concerne le matériel électoral, tout est arrivé dans les bureaux de vote au moment où je vous parle. Partenaire technique de la CENI dans l'organisation des scrutins, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Le département est représenté à cette réunion et promet la neutralité des administrateurs territoriaux pour des élections libres et transparentes. Sur l'initiative du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, en mission hors de Conakry, les chefs de quartier, les élus, les responsables locaux sont en train maintenant d'être entretenus par le cabinet de monsieur le ministre de l'administration du territoire dans le cadre de leur mise en confiance. Il n'y a pas de place pour la pagaille. Dimanche 1er mars, la Guinée a rendez-vous avec l'histoire. Pour la première fois en 62 ans d'indépendance, les législatives et le référendum seront couplés. À l'issue de cette journée de vote, le pays renouvellera son assemblée et se dotera, ou pas, d'une nouvelle constitution. Et puis à propos de ce communiqué, dans le cadre de l'organisation matérielle des prochaines élections législatives et référendaires du 1er mars 2020, notamment l'installation des bureaux de vote, les ministères en charge de l'éducation nationale et de la formation informent les encadreurs scolaires et universitaires, les enseignants, les parents d'élèves, les élèves et étudiants qu'il est donné à titre exceptionnel un congé académique allant du jeudi 27 février 2020 au mardi 3 mars 2020, inclusivement à toutes les structures scolaires et universitaires du pays. À cet effet, ils invitent les responsables des structures déconcentrées des institutions universitaires publiques et privées à prendre toutes les dispositions afférentes à l'exécution correcte des présentes instructions.
Le vice-président de la Sierra Leone, reçu ce mardi au palais Sékou Touré par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, l'hôte de marque était venu faire le compte-rendu suite aux incidents malheureux survenus récemment à l'ambassade de Guinée à Freetown, des incidents qui ont fait un mort et des dégâts matériels. Les enquêtes sont ouvertes à cet effet. Les précisions avec le vice-président de la Sierra Leone, Mohamed Lamine Diallo, est au micro d'Ossanassi Keïta. Je suis venu d'abord ici pour rencontrer le président et le gouvernement pour exprimer notre solidarité par rapport à l'incident qui était survenu à Freetown. Vous savez, il y a un groupe de jeunes samedi dernier qui est allé à l'ambassade de la Guinée à Freetown, qui ont attaqué l'ambassade pour pouvoir empêcher des gens pour recevoir leur carte d'électeur. Sur cette attaque, où il y avait un groupe de jeunes, ils ont cassé un peu l'ambassade. Ensuite, tout de suite, l'État sierra-léonais, le gouvernement, les polices ont pris les dispositions. On est allé là-bas, on a repellé les gens, on a arrêté 6 personnes. Il y a un parmi les gens qui est mort, qui est décédé, un parmi les jeunes qui est décédé. Actuellement, l'investigation en cours, on a condamné cette attaque avec toutes les fermetés parce qu'on ne peut pas accepter que les jeunes viennent de nulle part, soit en Sierra Leone, soit en Guinée, pour aller attaquer une ambassade. C'est sur la responsabilité de l'État sierra-léonais. On a pris les mesures de sécurité nécessaires, on a renforcé la sécurité au sein de l'ambassade, on a renforcé la sécurité au sein des résidences de toutes les gens qui travaillent à l'ambassade, et on a mis un dispositif auprès de l'ambassade et auprès de tous les personnels pour dire que la Sierra Leone est là, l'État sierra-léonais est là pour les accompagner pour les élections, et on va sécuriser l'ambassade et on va sécuriser tous les personnels dans l'ambassade. C'est dans ce cadre que je suis venu pour expliquer ça au professeur Alpha Condé et surtout pour exprimer la solidarité de la Sierra Leone vis-à-vis ça. On a condamné cet acte et pour montrer que la Sierra Leone et la Guinée c'est le même peuple et le même pays. Merci. Nous partons à Bruxelles où des journalistes guinéens et internationaux viennent d'échanger avec des cadres et diplomates guinéens. Au menu des débats, le contenu de la nouvelle constitution et du double scrutin du 1er mars. Mamadou Alpha Baldé commente les images de Mohamed Assouma. À Bruxelles, la capitale de l'Union européenne, des officiels guinéens à l'offensive pour expliquer le contenu de la nouvelle constitution et des préparatifs du double scrutin du 1er mars. Devant ces journalistes, plusieurs changements apportés dans la nouvelle loi fondamentale sont mis en lumière. Afin de permettre à nos compatriotes guinéens qui sont en Belgique et au Benelux de manière générale de savoir les grandes articulations du dispositif de ce nouveau projet afin de leur permettre d'asseoir leur propre opinion par rapport à ce projet de texte et le jour venu d'aller se prononcer pour un oui ou pour un non. Les actes de vandalisme observés dans des ambassades ces derniers jours sont aussi évoqués. La diplomatie guinéenne condamne ces violences et dénonce des pratiques antidémocratiques. Actuellement, l'opposition guinéenne, après son appel à ce que les élections soient boycottées, a décidé de s'attaquer à toutes les ambassades guinéennes à l'extérieur. Après Freetown, après Banjul, ensuite il y avait Dakar avant, il y avait Luanda avant, maintenant c'est autour de Londres, Paris hier et aujourd'hui Bruxelles avec des commandos qui viennent, qui jettent des pierres, qui jettent des œufs, qui essaient de tout faire pour intimider les Guinéens de ne pas aller voter. Mais je peux vous rassurer en tout cas que dans les 3 pays du Benelux, les Guinéens sont décidés à aller aux urnes le dimanche 1er mars. S'il plaît à Dieu, il y aura bien des élections ici. Au cours de ces échanges avec la presse guinéenne et internationale, l'ambassadeur de Guinée en Belgique est aussi largement revenu sur l'ensemble des points soulignés dans la résolution du Parlement européen, dont une partie a été largement diffusée, altérant ainsi l'esprit général de la résolution des élus de l'Union européenne. Ici à Conakry, après la formation des formateurs locaux, des agents des bureaux de vote, l'heure est à la démultiplication des enseignements acquis au niveau des circonscriptions électorales. Ce mardi, les agents des bureaux de vote de la commune de Kalem ont appris la manière de se comporter dans un bureau de vote. Makeme Dozo. Ce livre de 47 pages
et le guide pratique destiné aux agents des bureaux de vote. Un document référentiel de 3 modules. À Kaloum, ils sont 660 agents de bureaux de vote à suivre cette formation. Les cours portent sur les principes que doit suivre un agent le jour du scrutin. Ils seront chargés d'orienter les électeurs vers les isoloirs, des isoloirs vers les urnes. Donc, ils ont une grande responsabilité parce que leur rôle va consister à valider le vote des électeurs le 1er mars. La commission électorale communale indépendante de Kaloum a posé des critères pour le recrutement des formateurs. C'est pour mieux transmettre le contenu du document. Ils sont ainsi 8 à être retenus pour former ceux qui vont servir dans les 132 bureaux de vote de la commune. Nous avons recruté des formateurs selon des critères très bien définis à Kaloum. Il faut qu'on soit beaucoup plus précis. Et ces critères-là ne sont autres que les professeurs, les enseignants. Donc tous les professeurs, tous les formateurs que vous verrez dans les différentes salles, qui sont un nombre total de 8 d'ailleurs, sont tous des professeurs, enseignants d'université et de lycée. Ça nous permet plus de restituer ce qu'ils ont reçu le week-end dernier aux membres de bureau de vote. La restitution, elle est beaucoup plus complexe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le scrutin, avec 3 scrutins simultanés. Donc nous avons pris soin de faire appel aux enseignants titulaires. Ces 3 jours de formation permettront aux agents des bureaux de vote de mieux guider les électeurs le jour du scrutin dans les 11 quartiers et les 7 districts de Kaloum. Et puis cet autre communiqué de la Cour des comptes. La Cour des comptes rappelle à tous les partis politiques devant prendre part aux élections législatives du 1er mars 2020 que conformément aux dispositions de l'article 177 de la loi organique L 2017-039 AN du 24 février 2017 portant code électoral révisé de la République de Guinée, les entités et les candidats prenant part aux élections nationales établissent un compte de campagne. L'article 178 de la même loi organique indique que dans les 30 jours qui suivent la proclamation définitive des résultats, les entités ou les candidats ayant pris part au scrutin déposent auprès de la Cour des comptes leur compte de campagne, accompagne des pièces justificatives des ressources et des dépenses effectuées. Ces comptes sont certifiés par la Cour des comptes. Le non-respect des dispositions relatives à l'établissement des comptes de campagne est puni par la loi conformément à l'article 200 du Code électoral révisé, la Cour des comptes. En séjour de travail dans la préfecture de Kissidougou, le président de l'Assemblée nationale s'est recueilli sur la tombe de Fassiné Beyavogui, l'un des pionniers militants du RPG. Sur un autre plan, honorable Kori Kounyano a animé des séances de sensibilisation sur les dangers des prochaines consultations électorales. Le point avec Abdoulaye Diallo. À 30 km du chef-lieu de la préfecture de Massinta, nous sommes à Sédimé, sous-préfecture de Orémé. Dans ce village, les populations en apothéose accueillent le premier responsable du pouvoir législatif. Ici, l'honorable Claude Korikonjano et sa suite sont venus se recueillir sur la tombe de Fassiné Beyavogui, un des militants des premières heures du Rassemblement du peuple de Guinée RPG, décédé le 26 avril 1999 à Abidjan. 21 ans après sa mort, sa famille politique se souvient encore de lui. Je dois dire que si Fassiné avait vécu pendant longtemps, il aurait contribué positivement, n'est-ce pas, à la lutte du RPG, et je suis persuadé que l'impact de son travail nous aurait permis d'atteindre les objectifs politiques, les objectifs, je dis bien politiques, n'est-ce pas, que nous nous sommes assignés lorsque nous arrivions là-bas à Saint. Au cours de son séjour dans ce village, le président de l'Assemblée nationale a évoqué tous les sujets qui dominent l'actualité guinéenne. S'agissant de la Constitution, il a expliqué aux citoyens la nécessité de changer celle adoptée en 2010 par le Conseil national de la transition. Nous devons l'adopter parce que cette Constitution protège les femmes, elle protège les jeunes, parce que cette Constitution contient des dispositions qui rendront
la Guinée et les Guinéennes plus libres que nous ne le sommes aujourd'hui. Ensuite, parce que cette constitution a une disposition fondamentale qui consiste à faire en sorte que toutes les sociétés minières qui évoluent aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire payent dorénavant des taxes dont les retombées vont être reparties au niveau de toutes les collectivités rurales à la base. Quand nous allons l'adopter, elle va dorénavant interdire le mariage avant l'âge de 18 ans. Donc elle va davantage protéger les filles qui aujourd'hui, dès l'âge de 13, 14, 15, 12, alors je ne sais pas, en pays qu'ici, dès qu'une petite fille naît, on dit ah, celle-là, elle est destinée à être. Ça, c'est un crime que cette constitution va bannir. Concrètement, voilà ce qui va se passer lorsque vous allez adopter la prochaine constitution le 1er mars. Le Premier ministre nommé par le président de la République ne pourra plus mettre en application une politique économique générale pour une année donnée tant que l'Assemblée ne l'a pas autorisé à le faire à concurrence de la moitié simple des voix à l'hémicycle. Dans la commune urbaine de Macenta, les militants et sympathisants du parti au pouvoir ont été largement sensibilisés sur la préservation de la paix, surtout avant, pendant et après le scrutin législatif prochain. Voilà, je vous le précise, le président de l'Assemblée nationale s'est donc recueilli sur la tombe de Fassine Biavogui dans la préfecture de Macenta. Plus de 80 milliards de francs guinéens pour le développement économique local, exercice 2015-2018, c'est la contribution des sociétés SMB et la SAG. La gestion correcte de ce fonds devra impacter positivement sur le développement économique des communes rurales de la préfecture de Siguiri. Les chèques ont été remis aux bénéficiaires, mais quelle doit être la clé de répartition de cette somme? Élément de réponse dans ce reportage de Valérie Talimanet. Ville aurifère par excellence, Siguiri bénéficie à son tour des retombées de l'exploitation des sociétés SAG et SMD présentes sur son territoire. Plus de 80 milliards de francs guinéens vont désormais alimenter le Fonds de développement économique local de la préfecture. Aujourd'hui, nous allons donner un chèque de 21 milliards de francs guinéens à la préfecture de Siguiri. Ceci correspond à la collecte de la taxe communautaire de 2015 à 2018. Et c'est à eux maintenant de décider de l'utilisation de cet argent. Le montant pour le Fonds de développement local s'élève à 58 milliards 519 millions 889 360 francs guinéens, un peu plus de 6 millions de dollars. Les villages qui sont touchés par ça, c'est principalement la sous-préfecture de Kintian. Autour de nos zones actives, on a Konfirani, Fatoya, Balato, Boukaria et Kintian. Ce fonds est uniquement réservé aux collectivités impactées par l'activité minière. Mais au-delà, il prend en compte certains aspects comme la densité de la population. L'élément nouveau, je dirais, dans cette initiative du chef de l'État, c'est la solidarité. Parce que non seulement les communes impactées comme Kintian bénéficient directement de montants importants, comme la commune de Sigirini aussi, pour ce qui concerne la SMD, mais il y a toutes les autres communes de la préfecture bénéficient du FODEL. La dissémination du FODEL à travers les localités minières est une forme de compensation des zones impactées. Ce fonds devra soutenir ainsi les initiatives de développement des collectivités locales en harmonie avec les différents PDL élaborés dans les préfectures concernées. Dans l'actualité encore, la relance de l'horticulture fait du chemin à Kindia, dans la commune rurale de Dantoumaya. Vous allez le voir, plus de 9000 plants d'ananas commencent à prendre forme. C'est un programme présidentiel soutenu par la BADEA et l'OFID. La démarche vise à lutter contre la faim et la pauvreté en milieu rural. Notre reporter Yamokaba nous fait découvrir le périmètre d'Umpia. Regardez.
À Kindia, la filière ananas se fait une grande place dans l'arène de l'exportation. Dans la commune rurale de Dantoumaya, sous-préfecture de Samaya, le programme présidentiel pour la relance de ce secteur fait des heureux dans les groupements d'intérêt économique. Aujourd'hui, la principale préoccupation des planteurs est la maîtrise de l'eau. Je profite de l'occasion pour faire un plaidoyer auprès du projet et un peu accélérer la fourniture d'eau. L'eau qui est là est insuffisante. Bon, ils font de leur mieux, mais c'est d'essayer de faire un peu plus pour que les paysans soient un peu à l'aise. Parce que c'est le paysan, il n'a pas les moyens d'abord de subvenir à ses besoins quotidiens. C'est vrai, le projet c'est pour lui, c'est pour l'aider à évoluer, à grandir. Mais si l'appui n'est pas renforcé, ça serait un échec et pour le paysan et pour le projet, et ce n'est pas bien pour la Guinée. À côté de ce périmètre de Doupia, un petit lac connecté à un système de pompage solaire et une plateforme qui va alimenter ce château d'eau de 18 000 litres en construction. Pour accélérer les travaux, il est également prévu la construction de 28 puits, plus 2 forages pour arroser les plants à travers des raccords flexibles. On a fait le test de débit au niveau du bassin. Pour un bidon de 20 litres, en 1 minute, il se remplit. Donc pratiquement en 12h, 13h, les 6 cuves là, de 18 mètres cubes peuvent se remplir. Et son convertisseur a l'avantage d'utiliser 2 systèmes. C'est-à-dire que la journée, les panneaux solaires peuvent alimenter le château. Et la nuit, on peut utiliser un groupe de 3,5 kVA avec 4 litres d'essence. En 4 heures, il peut remplir aussi les châteaux. Donc il a double avantage. En expérimentation depuis 3 mois, l'évolution des plans annonce de belles perspectives pour la réussite du projet. Un projet qui concrétise l'initiative du chef de l'État qui vise à lutter contre la faim et la pauvreté en milieu rural. Nous pouvons nous sentir très orgueilleux maintenant grâce à l'appui que le président nous a apporté, parce que c'est son projet, c'est lui qui a mis en place tout ce projet. C'est lui qui a demandé aux bailleurs qui nous aident à mettre ce projet en route. Et aujourd'hui, on ressent beaucoup de satisfaction, tant au niveau des forages qu'au niveau des plantations. Dans la région de Kindia, plusieurs forages solaires sont à construire pour arroser plus de 200 hectares. Le projet touche la commune urbaine de Kindia et les communes rurales de Samaya, Fridiagbe et Molota. L'objectif est d'améliorer les conditions de vie et le niveau de revenus des ménages vulnérables bénéficiaires du projet dans l'un des plus grands bassins fruitiers du pays, Kindia. Le projet 50 millions de femmes africaines ont la parole. Lancé ce mardi à Conakry, cette initiative sous-régionale vise à favoriser l'accès au financement des activités génératrices de revenus à travers une plateforme numérique instituée à cet effet. En Guinée, c'est le ministère de l'Action sociale qui porte le projet, financé par l'ABAD. Mohamed De Camara, Daouda Tabansi, la reportage. C'est à travers ce sketch riche en messages sur le rôle et la place de la femme dans notre société que la plateforme 50 millions de femmes africaines ont la parole a été lancée à Conakry. L'idéal de ce projet sous-régional est de mettre à la disposition des femmes toutes les informations utiles pour promouvoir et accroître leur entreprise à travers une plateforme numérique, un autre outil d'autonomisation de la femme. Désormais, toutes les femmes et jeunes femmes entrepreneurs de ce pays peuvent également faire de cette plateforme leur principal outil de réseautage et d'accès aux opportunités de financement local, national et international. Cette plateforme numérique est disponible sur Internet et sur les appareils portables sous forme d'application. Elle est une initiative pratique qui permet à cette couche entreprenante de développer des compétences d'information commerciale. Le projet est mis en œuvre dans 36 pays africains avec un financement de la Banque africaine de développement BAD. En Guinée, il sera piloté par le ministère de l'Action sociale. L'objectif visé par cette plateforme, c'est de mettre en interconnexion, en particulier les femmes entrepreneurs de la Guinée, avec celles du reste du monde. Les femmes travaillent beaucoup, surtout la femme guinéenne, parce que c'est elle que je connais le mieux. Elles travaillent beaucoup, mais elles sont butées par
le manque d'information. Aujourd'hui, sans cela, en entrepreneuriat, on ne peut pas bouger. C'est opportun de mettre une plateforme virtuelle en place pour que les femmes puissent échanger. Pour assurer la collecte, le développement et la gestion des contenus sur les besoins et les services d'information pour les femmes entrepreneurs, la plateforme numérique sera accessible aux États membres. Je voudrais lancer un appel pressant aux femmes et jeunes filles entrepreneurs pour qu'elles s'inscrivent sur cette plateforme à l'effet d'en faire une composante de projet 50 millions de femmes se parlent à travers l'interconnexion sur des questions entrepreneuriales. La plateforme 50 millions de femmes africaines ont la parole est mise en œuvre par le marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, la communauté de l'Afrique de l'Est et la CEDEAO. Avec cet outil, les femmes entrepreneurs ont désormais accès aux services financiers, à la création d'opportunités commerciales en ligne et aux ressources de formation, contribuant ainsi à leur autonomisation financière. Dans l'actualité encore, l'OMS offre du matériel médical au ministère de la Santé publique. Le geste rentre dans le cadre du programme de préparation et de la réponse aux situations d'urgence sanitaire de l'Organisation mondiale de la santé. La remise a eu lieu au siège de la pharmacie centrale de Guinée, à Diatoubari. Il s'agit de kits de traumatologie pour assurer une meilleure prise en charge des urgences hospitalières. Chaque kit est composé de 29 cartons de matériel médico-chirurgicaux et de consommables pour les 3 hôpitaux nationaux. Les services d'urgence et de traumatologie du centre hospitalo-universitaire d'Ignastine, Donka et l'hôpital sino-guinéen sont les principaux bénéficiaires du lot médical. 3600 interventions chirurgicales seront couvertes par le don. C'est essentiellement des antibiotiques, des anti-inflammatoires, des médicaments de petite chirurgie. Nous prédisposons du matériel pour que les structures de santé, qui sont les premières en ligne pour s'occuper des populations vulnérables, puissent avoir les capacités et les moyens de le faire. La disponibilité des intrants d'urgence facilite la prise en charge dans les hôpitaux de référence du pays, ce qui justifie ce renforcement de capacité fait par l'Organisation mondiale de la santé pour conforter les autorités sanitaires dans leur politique de qualification de l'offre de soins de santé. Au niveau des hôpitaux, il est clairement dit que lorsqu'un malade vient en situation d'urgence, le plus important, c'est d'abord d'assurer sa prise en charge. Les questions financières viendront après. Et c'est pour cela que dès après la remise de ces kits, des instructions vont être données à la Direction nationale des établissements hospitaliers et à l'Inspection générale de la santé de s'assurer de leur utilisation à travers un système de reporting, mais aussi d'interrogation des personnes qui vont éventuellement bénéficier de la prise en charge à travers ces kits. Actuellement, nos différentes structures hospitalières sont vraiment fréquentées et les cas que nous recevons actuellement, beaucoup de cas de traumatisme de différents tableaux cliniques. Donc les kits reçus aujourd'hui, ce sont des kits qui vont servir, surtout dans les différents services de traumatologie, pour une meilleure prise en charge de ces patients. Progressivement, l'Organisation mondiale de la santé envisage la mise à disposition des kits et consommables médicaux pour l'ensemble des services d'urgence des hôpitaux préfectoraux et régionaux de l'intérieur du pays. Un appui qui vient soutenir les efforts du gouvernement dans l'amélioration de la prise en charge des patients à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Une jeune dame de 23 ans en situation de famille a été violentée par son époux la semaine dernière à Conakry. La scène s'est produite au quartier Symphonia dans la commune de Ratoma. Le phénomène préoccupe les associations féminines. L'ONG Femmes au cœur de développement sollicite l'implication des leaders religieux dans la lutte contre le fléau. Ici à Gaba. Les violences basées sur le genre sont encore élevées en Guinée. Pour certains, la banalisation du problème est la cause de la recrudescence. En plus de l'excision et des cas de viol, les violences conjugales s'intensifient. Assanatou Diallo vient d'être violentée par son mari. Enceinte de 3 mois, cette femme mariée depuis 1 an vit dans la violence quotidienne à Symphonia, dans la commune de Ratoma. J'étais violente par mon mari. Mais ce n'est pas la 1re fois, ni la 2e fois, ni la 3e fois. Chaque fois, il le fait. 2 ans plus tard, Chaque fois, il le fait. 2 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 fois
même s'il sort et revenu, mais s'il va avoir le cœur dehors, il vient tomber sur moi, me battre. Ce n'est pas la première fois ni la deuxième fois. Mais cette fois-ci, il a dépassé la limite. Je n'ai même pas pu aujourd'hui me lever pour sortir. Il y a mon bras aussi qui me fait mal, très mal aussi. Ma ventre aussi, nous allons faire l'échographie, mais jusqu'à présent, ma ventre me fait mal. À Conakry et à l'intérieur du pays, beaucoup d'autres cas de violence sont perpétués. Très souvent, en dépit de la gravité des agressions, les cas sont réglés à l'amiable à travers l'intervention des religieux. Pour inverser la tendance, un plaidoyer appelle à l'application des textes. 50 religieux traditionnels et communautaires sont conscients de la pertinence du combat. C'est nous qui véhiculons l'information au sein de nos communautés. Alors même si nos sociétés sont envahies aujourd'hui par la modernisation, par le choc des cultures, mais il est fondamental que nous gardions ce que nous sommes. Les imams doivent nous aider pour que, que ça soit quelque chose d'homologué. Lorsqu'on dit A ici, jusqu'à Yomou que ça soit A. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'avec les imams, c'est le même sermon du vendredi qui va faire tout le pays. Ces types de rencontres suscitent de l'espoir chez les femmes, comme Massanatou Diallo. Selon les statistiques 2019 de l'Office de protection du genre et de l'enfance au Progem, près de 200 femmes ont été victimes d'une forme de violence. Une situation préoccupante qui interpelle les responsables à tous les niveaux pour l'application effective des textes de loi. Alpha Siagaba, merci pour ce reportage. Religion, les chrétiens entament demain mercredi la période de carême, un moment de prière, de jeûne et d'aumône. Durant 40 jours, les fidèles vont vivre des moments de réconciliation avec le Seigneur. Nous proposons un extrait de Monseigneur Vincent Koulibaly, des propos recueillis par Bernard Tonguinou. Les Guinéens sont attendus aux urnes le 1er mars prochain pour le double scrutin législatif et référendaire. Un mode d'élection complexe qui pourrait fatiguer de nombreux électeurs si des dispositions ne sont pas prises. Pour faire face à l'inquiétude, 2000 jeunes sont déployés dans les 5 communes de la capitale auprès des différents foyers. À travers le porte-à-porte sur le comment voter, les jeunes acteurs pour le changement veulent œuvrer à la participation massive des citoyens au vote. La capitale Conakry égorge le tiers des électeurs de la Guinée. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire, avec nos frères étudiants, diplômés sans emploi et d'autres structures, en bref 2000 jeunes, d'être sur le terrain politique dans les différentes communes, car ce vote du 1er mars est complexe. Il s'agit de 3 votes, 3 urnes dans un seul bureau de vote. Il est nécessaire de sortir et expliquer aux uns et aux autres comment voter. La paix, la prévention et la gestion des conflits, c'est le thème de cette conférence débat initiée par Rotary Club Dr Ousmane Haribo. Un thème d'actualité qu'il a choisi pour célébrer les 115 ans de Rotary Club International, mais également pour sensibiliser les Guinéens à l'approche des élections législatives et le référendum dans notre pays. Les Rotariens se disent qu'il ne peut pas rester en marge des difficultés que le monde rencontre concernant la paix. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la problématique de la paix est une situation auquel nous devrons faire face. Nous devrons oser faire face. La paix doit être en soi, la paix doit être entre deux amis, la paix doit être dans la famille, la paix doit être dans le pays, la paix doit être à travers le monde. Un match, une cause. C'est le concept choisi par les organisateurs de ce match de charité. Pour cette première édition, les initiateurs ont émis le souhait d'apporter leur soutien à la cause de la femme. Plusieurs anciens du Sili national auront l'occasion de rechausser les crampons contre leurs homologues africains, notamment Diomansi Kamara, Elhadji Diouf, Didier Zokora, entre autres. Le match est prévu le 5 avril prochain au stade du 28 septembre. L'objectif de cet événement, de ce gala, n'est nullement, je précise bien nullement, de faire de l'argent.
c'est vraiment de récolter des fonds, du matériel, des dons sous toutes les formes et de les transmettre de façon pérenne à l'association en question, avec des résultats, avec un comité de suivi qui sera chargé justement de veiller à ce que tous ces dons-là soient utilisés comme il se doit. Voilà, vous venez de suivre les nouvelles nationales traitées sous forme de télégramme à l'image avec Abdoulaye Diallo. Religion, je vous le disais tantôt, les chrétiens entament demain, mercredi, la période de carême. Nous vous proposons donc un extrait de Monseigneur Vincent Koulibaly, des propos recueillis par Bernard Tanguilo. Chers frères et sœurs en Christ, cette année encore, Dieu qui est riche en miséricorde nous permet en ce mercredi décembre d'entrer dans le temps sacré du carême. L'occasion est donc opportune de nous rappeler que le carême ne signifie pas uniquement jeûne ou ne se réduit pas au jeûne, malgré l'usage qu'on en fait dans la plupart de nos langues guinéennes, mais qu'il est un cheminement qui doit être soutenu par la prière et la méditation de la parole de Dieu, la prière assidue, la conversion du cœur, le jeûne et l'aumône. À présent, voici les nouvelles internationales traitées sous forme de télégramme à l'image avec ça à Marathon. L'ex-président égyptien Hosni Moubarak s'est éteint à l'âge de 91 ans ce 25 février à l'hôpital militaire du Caire. L'ancien Raïs a dirigé son pays pendant 3 décennies avant le soulèvement populaire de 2011 qu'il a renversé. Moubarak sera condamné à la perpétuité pour complicité et conspiration. Il passera 6 ans derrière les barreaux. Depuis sa destitution, la santé fragile d'Hosni Moubarak fait l'objet d'incessantes spéculations. Plusieurs personnes, dont des enfants, ont été blessées lorsqu'une voiture a foncé hier soir dans un défilé de carnaval dans le centre de l'Allemagne, a annoncé la police. Le conducteur de l'engin est arrêté, mais ses motivations restent pour l'heure inconnues. Quand Kobe Bryant est mort, une partie de moi est morte avec. Ce sont avec ces mots bouleversants que la légende du basket Michael Jordan a témoigné son attachement à celui qu'il considère comme son petit frère. Devant 20 000 personnes au Staples Center de Los Angeles, Michael Jordan n'a pas pu cacher son émotion lors de son discours prononcé en dernier hommage à Kobe Bryant et à sa fille Joanna, décédée le 26 janvier dernier dans un crash d'hélicoptère. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.